Bonsoir, c'est un des thèmes les plus délicats qui soit, celui du suicide. Nous n'aborderons ni le suicide assisté, ni ces suicides-homicides où la personne désespérée entraîne dans la mort ses enfants, sa famille, voire même tous les passagers d'un avion. Nous parlerons du suicide comme l'acte, contre lui-même seul, d'un individu en souffrance. Se donner la mort est une possibilité pour chacun d'entre nous, elle nous concerne tous. Mais qu'on l'aborde du point de vue philosophique ou du point de vue de la santé, on est tout aussi démunis. Cet acte enferme les proches dans un étau de culpabilité et de questions sans réponse. S'il existe des signes avant-coureurs, on aimerait savoir les repérer afin de le prévenir. Il existe une règle tacite qui veut que les médias évitent d'en parler, du moins des circonstances et des détails. Il s'agit d'un des derniers tabous de notre société, l'isomérique, avec Delphine Mistelli et Bernard Novet. C'est une fille solaire, souriante, gaie, intelligente, belle, charismatique. Un vrai rayon de soleil. Moi, elle m'a fait qu'une bêtise, c'est celle-là. Elle m'avait dit peut-être 2 semaines auparavant, assez durement comme ça, à la cuisine, de toute façon, je vais partir. Après, j'ai compris la phrase une fois que c'était fait. Mais j'ai jamais imaginé une seconde que ça pouvait être de cette manière. Que ce serait un vrai départ. Natacha, la fille de Christiane, avait 16 ans quand elle s'est suicidée. C'était en hiver 2007. J'ai jamais autant hurlé de toute ma vie. Et j'ai réalisé tout de suite que c'était plus. La vie était plus là. C'était un choc très très fort. En fait, j'avais vraiment conscience qu'elle était décédée. Et quand j'ai coupé ce qui la retenait, intérieurement, je me suis dit, je suis d'accord. J'ai coupé ça comme on coupe un cordon ombilical. J'ai eu le sentiment de donner une deuxième vie à ma fille. Et j'ai lâché prise par rapport à celle qu'elle avait ici. Mais après, jusqu'à ce qu'en fait, on réalise vraiment l'ampleur de l'acte et tout ça, il y a du chemin. Priscille se rend chez l'éditeur parisien qui vient de publier son livre. Le récit d'une trajectoire douloureuse qui l'a menée jusqu'à la tentative de suicide. Malgré une enfance marquée par la mort de son frère, la jeune femme avait construit la vie parfaite. Des études brillantes, un job dans le cinéma, un mariage heureux. Mais, à la naissance de sa fille, cette illusion de perfection vole en éclats. Je me retrouvais à être une mère dépressive qui n'avait envie que d'une chose, dormir, qui pleurait tout le temps. Je voyais ma fille, j'avais envie de pleurer. Elle avait un regard super triste, donc c'était encore pire. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, bon, il vaut mieux que je disparaisse plutôt que d'infliger ça à ma fille. Mal soignée, la dépression postpartum de Priscille se transforme en dépression profonde. Pendant 2 ans, elle va de psychiatre en psychiatre sans trouver de soulagement. C'est comme si on n'était plus maître de soi-même. C'est comme si en fait, on était téléguidé par une force beaucoup plus importante que vous, quelque chose qui vous dépasse. Vous vous sentez comme un pantin en fait, et vous commencez à faire des choses qui ne vous appartiennent plus. Depuis quelques mois, je commençais à avoir sérieusement des envies suicidaires, c'est-à-dire que je partais au travail et tous les matins, je regardais un petit peu, je sais pas moi, les ponts au-dessus du périphérique, le pont au-dessus de la voie ferrée, et je sais pas pourquoi, dans ma tête, il fallait toujours que ça soit quelque chose de violent en fait, enfin voilà, ce côté en fait de sauter. Et j'étais prête à le faire et tout d'un coup en fait il y a un homme qui m'a retenue par la manche en me disant marcher c'est précieux, moi j'ai eu un accident, j'ai mis 1 an à marcher, alors s'il vous plaît ne faites pas ça. Le lendemain, sur le quai, il n'y aura personne pour retenir Priscille. Aujourd'hui encore, les raisons qui ont poussé sa fille à se suicider
reste mystérieuse pour Christiane. Je pense que si elle pouvait rechoisir, elle ne rechoisirait pas ça, dans l'absolu. Et je ne sais pas comment expliquer. Je pense que c'est la seule issue qu'elle ait trouvée à ce moment précis. Elle pensait que c'était la bonne solution. Et c'était un cataclysme. C'est seulement l'an dernier, en 2014, que l'Organisation mondiale de la santé publie son premier rapport sur le suicide. Un problème de santé publique majeur, selon l'OMS. Le prix du suicide est énorme. Plus de 800 000 décès par suicide globalement chaque année, ce qui correspond à une mort chaque 40 secondes. De plus, il faut aussi tenir compte des personnes beaucoup plus nombreuses qui tentent de se suicider. On considère qu'il y a au moins 20 fois plus de tentatives de suicide que de suicides accomplis. Ce qui fait que nous sommes confrontés à des millions de personnes qui soit ont perdu un proche suite à un suicide, soit ont tenté de se suicider. Aujourd'hui, on appréhende le suicide comme un problème de santé mentale. On cherche donc à soigner les suicidaires. Mais cela n'a pas toujours été le cas au cours de l'histoire et dans les différentes sociétés. C'est vrai que c'est toujours un choc considérable de voir quelqu'un qui préfère la mort à la vie et qui décide de s'en aller et de laisser les autres. La mort en général, si vous voulez, est très mal vécue dans nos sociétés. Et le suicide, c'est une mort à la puissance N. Et donc, à ce titre-là, elle est sinon réprouvée, du moins très difficilement acceptée. Selon les époques, les sociétés ont parfois simplement interdit le suicide. Dans d'autres cas, on a considéré le suicidé comme un criminel qui devait être puni. Il arrivait aussi que l'État confisque ses biens. La plupart des religions réprouvent le suicide. C'est particulièrement le cas de l'Église catholique qui refusait d'accompagner l'enterrement des suicidés. Ils ne trouvaient pas de place dans les cimetières. À la fin du XIXe siècle, avec les travaux du sociologue Émile Durkheim, le suicide devient un phénomène social. La sociologie ne s'intéresse pas tellement au suicide en tant que tel, en tant qu'acte individuel, mais à tout ce qui est associé. C'est-à-dire le fait d'être un homme ou une femme. Bon, les hommes se suicident 3 à 4 fois plus que les femmes. Les vieux se suicident beaucoup plus que les jeunes. On se suicide plus dans certaines régions que dans d'autres. Et c'est dans ce sens-là que le suicide est un très très bon révélateur de beaucoup d'états de la société, et en particulier dans ses évolutions. En France, durant le XIXe siècle et les premières années du XXe, le taux de suicide augmente inexorablement, jusqu'à la Première Guerre. On s'aperçoit que le suicide baisse énormément quand il y a des guerres. Bon. Alors c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que la vie a beaucoup plus de prix à ce moment-là, puisqu'on meurt énormément à cause des faits de guerre, donc à ce moment-là on essaye de la protéger. Bon, c'est pas la peine de rajouter. Après la Première Guerre mondiale, le taux de suicide reprend sa progression, mais avec un profond changement. Alors que jusque-là, c'était plutôt les riches qui se suicidaient, au XXe siècle, la situation s'inverse. Aux alentours de 1930, aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, mais aussi en France, ça bascule. C'est-à-dire que la part de personnes, si vous voulez, situées en haut de la société se suicide beaucoup moins. Et aujourd'hui, c'est avéré absolument partout. C'est dans les pays riches que le suicide est le plus fort. Mais au sein de ces pays les plus riches, ce sont les plus pauvres qui se suicident le plus. Et aujourd'hui, on le sait, si vous voulez, c'est les agriculteurs, les ouvriers, les employés, en France en tous les cas, qui se suicident le plus. Après la Deuxième Guerre mondiale, le taux de suicide reprend peu à peu sa progression. Tout particulièrement à partir des années 70 et ses crises pétrolières.
Il atteint un pic en 1987, après quoi la courbe baisse à nouveau. Un certain nombre de psychiatres sont absolument convaincus que le facteur principal, ça a été l'autorisation donnée aux médecins généralistes à partir dans les années 85-87 de prescrire des antidépresseurs. Donc, ils disent ça c'est toc et immédiatement ça fait baisser le taux de suicide. Nous, on serait plutôt tenté de dire que les gens se sont habitués plutôt à la crise économique. C'est-à-dire que la crise économique, on s'est bien installé et finalement les gens font avec. Il est certain que c'est un phénomène tellement compliqué que toutes les explications, je ne dis pas sont bonnes à prendre, mais ne sont pas nécessairement contradictoires les unes avec les autres. On pense aujourd'hui que le suicide a toujours plusieurs causes, mais qu'il résulte d'une décision individuelle. Pour la société moderne, le suicidaire est un malade en souffrance. Jean-Luc était pharmacien, comme sa sœur, son père, sa mère, son grand-père et sa grand-mère. Un métier qu'il n'avait pas choisi. Aîné de 3 enfants, il est élevé par ses grands-parents et perd sa mère à l'âge de 11 ans, suite à un suicide. Sa vie d'adulte est marquée par la dépression, la séropositivité et l'isolement. En 1998, à 46 ans, il fait une tentative de suicide. J'avais une idée suicidaire qui trottait dans ma tête depuis plusieurs mois. Dans mon cas, il y avait le sentiment d'échec professionnel, ou disons le sentiment de ne pas pouvoir sortir d'une situation professionnelle insatisfaisante, les problèmes financiers, et puis la solitude. C'est vraiment l'impression d'être d'être dans une voie sans issue. Et à partir de là, quand la voie étant sans issue, la seule issue, c'est la mort. La crise suicidaire, c'est un processus. Au fond, c'est quelque chose qui va se développer dans le temps. La question de la suicidalité, du suicide, c'est quelque chose qui va, au fond, petit à petit, prendre plus de place dans la vie de la personne. Peut-être qu'il va avoir, comme ça, dans un premier temps, fugitivement, l'idée que ça serait plus simple s'il n'était pas là. Et puis, peut-être une autre fois, quelques jours plus tard, se dire « Ah, mais si j'avais un accident, ça serait bien », pour en venir petit à petit à développer des idées suicidaires qui peuvent ce qu'on appelle se scénariser progressivement et de plus en plus. C'était prémédité, je voulais avoir la possibilité de passer à l'acte et de faire un suicide non violent. Mais je ne savais pas du tout si je passerais à l'acte un jour. Je savais que le pentote est cardiotoxique. Donc, je me suis procuré 50 flacons de Pinto. Et j'en ai utilisé une vingtaine. J'avais dans l'idée qu'il fallait que je fasse tout pour que je ne puisse pas m'en sortir. Non, là, je crois que le produit utilisé et la manière dont il a été utilisé ne laisse aucun doute sur l'intention. Je me suis endormi sur mon ordinateur et c'est la femme de ménage qui m'a trouvé le lendemain matin. Le produit a bien failli tuer Jean-Luc. À l'hôpital, 4 fois son cœur s'arrête, 4 fois on le réanime. Il reste dans le coma une semaine entière. C'est le mari qui a appelé. Tu sais vers quelle heure ça s'est passé? Moi, ce qui paraît, c'était hier soir. Aux urgences du CHUV à Lausanne, toute personne admise après une tentative de suicide rencontre des soignants du service de psychiatrie de liaison. Madame Cotta? Oui. Bonjour, madame. Le but de cet entretien, évaluer le potentiel suicidaire du patient en abordant sans détour le sujet. Bonjour. On travaille pour le service de psychiatrie. Pourquoi vous avez pris des médicaments? J'avais envie de mourir.
Il n'y a peut-être pas de sujet plus secret, aussi plus tabou dans la société que le fait de penser à se donner la mort. Et donc je pense que c'est, au fond, notre travail de soignant, et le travail d'ailleurs que peut faire un peu tout un chacun au contact avec une personne qui est en détresse psychologique, de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe et de, au fond, créer les conditions d'un partage de ces idées extrêmement intimes qui suscitent aussi sur le plan émotionnel souvent honte et culpabilité de manière très intense. Et évidemment que la honte, la culpabilité vont faire qu'il est difficile de partager ces idées. On sait que dans un cas sur deux, le suicidant a rencontré un professionnel de la santé dans les jours qui ont précédé son geste. Une consultation au cours de laquelle le soignant n'a la plupart du temps pas identifié le projet suicidaire. La personne a plusieurs solutions face aux différentes difficultés, adversités de la vie. Dans le canton de Vaud, le département de la santé a mis sur pied un cours de formation destiné, entre autres, aux soignants. Vous jouez René ? Okay. Son but, reconnaître la crise suicidaire et apprendre à l'aborder frontalement. Si la plupart des soignants nous disent intellectuellement, rationnellement, ils disent oui, mais c'est important de parler, de mettre des mots, mais dans le concret, dans la pratique, dans la rencontre, c'est plus difficile que ça. La personne, effectivement, on sait que le suicide, c'est un sujet extrêmement tabou, extrêmement difficile. Ça peut faire résonance chez tout un chacun, et notamment auprès des professionnels. Et de pouvoir expérimenter cela pour découvrir finalement ses propres résistances à parler du suicide va aider ces professionnels à en parler un peu plus sereinement ou un peu plus facilement, autant que faire se peut. Un cours pour apprendre à repérer une crise suicidaire en s'appuyant sur les principaux facteurs de risque. On sait qu'un état dépressif est présent dans la plupart des cas, que toutes les situations de rupture peuvent y conduire, migration, chômage, divorce ou deuil. On sait aussi qu'avoir un parent qui s'est suicidé ou encore que l'homosexualité double le risque de passage à l'acte. Un cours, enfin, pour apprendre à engager le dialogue sur le projet suicidaire. C'est vrai qu'il a confié ses idées suicidaires en se montrant quand même très lucide et puis très déterminé. Donc ça m'a quand même inquiétée. Et du coup, je me suis dit que voilà. Le premier but, c'est de pouvoir être au plus près de la souffrance de la personne. C'est-à-dire que si le scénario, les idées suicidaires et le scénario sont arrêtés avec la question du où, du quand et du comment est arrêtée, et que si c'est imminent, il faut pouvoir proposer une alternative à cette personne, mais dans un esprit réellement de partenariat avec elle. Pour cela, il faut accepter que l'idée suicidaire est une réponse à la souffrance de la personne. Plus fatiguée, je crois. Alors il y a une crainte qui est relativement ancrée chez tout un chacun, c'est la crainte de susciter. Donc susciter le suicide, ou si on évoque le scénario, on pose des questions plus précises sur des scénarios, la peur de susciter ce scénario-là, comme si finalement on allait effectivement provoquer le suicide chez la personne en crise suicidaire. Et on le sait que ce n'est pas du tout le cas, car la personne qui est en crise suicidaire, elle y pense, elle y réfléchit depuis un certain temps. Poser un regard médical sur le suicide implique de vouloir l'empêcher à tout prix. Mais cette volonté est-elle pertinente ? Jusqu'où le suicide fait-il partie des libertés fondamentales de l'être humain ? Je crois que je suis fatiguée. Il y a énormément de gens qui pensent à mettre fin à leur jour à un moment donné de leur vie. Et bien sûr que, heureusement, toutes ces personnes ne mettent pas fin à leur jour. C'est une très très petite minorité qui va se suicider finalement.
Ce qu'on observe quand on rencontre nos patients suicidaires, c'est qu'il y a cette volonté de mourir qui a été là, qui, à un moment donné, s'ils ont fait une tentative de suicide, a pris suffisamment de place pour qu'ils en arrivent jusque-là, mais qu'en parallèle de cette volonté de mourir, il y a toujours aussi la volonté de vivre. Le lendemain, 10 jours plus tard, une semaine, un mois, les gens vont aller mieux et ce désir de mourir ne sera plus là. Donc c'est aussi pour ça que la prévention me paraît complètement justifiée et défendable. On reproche à notre époque de tout médicaliser. En même temps, la science a permis de voir le cerveau comme un organe qui peut dysfonctionner, d'envisager le suicide comme une maladie et donc de sortir du jugement moral. Ce sont des souffrances très différentes qui conduisent au même acte. Parfois, c'est un processus lent et réfléchi, une fin mûrement choisie. Dans d'autres cas, il s'agit d'une dépression masquée, pas diagnostiquée ou mal soignée. Parfois encore, il s'agit d'une crise psychique passagère ou soudaine. On parle alors de raptus. C'est une impulsion, un désir soudain impétueux qui pousse à commettre un acte violent. Cette impulsivité, c'est le propre de la jeunesse, une période d'émotions fortes, de sentiments exacerbés et de désespoir secret. Les suicides de jeunes sont les plus imprédictibles. Ils sont la première cause de mortalité chez les 15-29 ans, devant les accidents de la route. C'est le suicide des jeunes qu'on cherche en priorité à éviter. À Genève, le Centre d'études et de prévention du suicide accueille aussi bien les jeunes en crise que leurs proches. Elle était au courant des scarifications, des idées suicidaires, ça, elle avait des doutes, mais ça a été dit clairement par sa thérapeute. Et puis la jeune est vraiment demandeuse d'une hospitalisation. Une prise en charge qui concerne les 15-25 ans. La mère ici, le père vient aussi. Il me semble que c'est très important d'avoir en mémoire à quel point cette crise existentielle qui est traversée au moment de l'adolescence, elle va vers des idées suicidaires dans beaucoup plus de cas que ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y avait une étude qui avait montré que 50% des adolescents d'une classe d'âge pensaient au suicide. Donc ça ne veut pas dire passer à l'acte, mais pouvaient penser au suicide. Et de pouvoir donc faire passer le message qu'il y a quelque chose d'assez naturel, d'être insatisfait de sa vie, de pouvoir de temps en temps avoir des pensées suicidaires, ça permet d'enlever le côté traumatique que c'est de penser à la mort, alors que parfois on a tout pour être heureux. Chez les adolescents, on constate entre autres une difficulté à se représenter l'aspect irréversible de la mort, une faible résistance à la frustration et une impulsivité mal maîtrisée. Ces éléments expliquent que les tentatives de suicide soient très nombreuses chez les jeunes. 10 tentatives pour un suicide abouti. La question du choix du suicide à l'adolescence, c'est effectivement plutôt du côté du non-choix. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un insupportable qu'on veut arrêter. Donc on n'est effectivement pas dans l'idée d'un choix, dans le sens où on aurait telle ou telle option possible. Le problème, c'est qu'effectivement, la tentative de suicide peut paraître comme la panacée à toutes ces questions où il n'y a pas de réponse, des questions du côté existentiel. Andrea a grandi au Tessin. Son adolescence, tourmentée, a été marquée par des difficultés liées à son orientation sexuelle et à sa solitude. À l'âge de 18 ans, il organise méthodiquement son suicide. C'était il y a 6 ans. J'étais dans une période assez compliquée et triste de ma vie. Je n'arrivais pas à voir le bout du tunnel, si on veut. J'avais des problèmes avec ma famille parce que mes parents avaient divorcé depuis peu. Et puis, à cette époque, j'avais aussi commencé à être un peu plus moi-même à l'école. J'avais les cheveux longs, j'avais mis une barrette et on se moquait beaucoup de moi. Même si ses parents ont plutôt bien réagi à l'annonce de son homosexualité, Andrea se sent mal. Une souffrance à laquelle il ne trouve pas de remède. Il ne sait pas vers qui se tourner. Je ne pouvais pas affronter tout ce qui m'arrivait. Et c'est à ce point-là que j'ai décidé d'abord d'essayer de
d'acheter du chloroforme pour mieux dormir, pour éviter cette douleur que j'avais énorme quand j'essayais de m'endormir le soir. J'avais aussi essayé de me couper les veines, mais j'avais jamais réussi à aller jusqu'au fond. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de plus radical pour en finir, parce que j'en avais vraiment marre. C'était un week-end où j'en pouvais plus. J'avais des problèmes avec mon père, des problèmes avec ma mère. À l'école, ça n'allait pas. Et moi-même, je me sentais très très mal. Du coup, j'ai choisi d'aller aux montagnes, dans le chalet de ma maman. J'ai décidé de finir ma vie parce que j'en avais marre de toutes ces difficultés. Dans ses bagages, Andrea a emmené son livre préféré. Un passage le touche particulièrement. Je me suis mis à pleurer énormément et je me suis dit, mais comment ça se fait que si lui, dans le livre, à partir d'une graine, il arrive à reconstruire tout son monde, des rêves et de la vie, moi, je pourrais pas. Du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment tourné complètement la page et je me suis dit, à partir de ce moment, n'importe quoi qu'il arrive, moi, je vais aimer la vie, je vais continuer à aller de l'avant et même si je vais toujours avoir des pensées suicidaires à un moment ou à l'autre, je sais dans quel contexte elles sont nées, je sais pourquoi, je sais quelle est mon histoire et je sais qu'elles font partie de moi, que je peux vivre avec. À cette époque, Andrea vit chez sa mère, qui assiste impuissante à ses difficultés. Elle a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle m'a demandé à un certain moment qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour moi. Mais moi, je lui ai dit qu'en fait, c'était pas à elle de résoudre mon problème. C'était vraiment à moi de prendre en main ma vie et d'essayer de m'en sortir. La position de parent, je crois que c'est important de poser à quel point elle est impossible. Parce qu'on se retrouve là, à la fois dans le côté où on ne doit pas banaliser, on ne doit pas dramatiser, on ne doit pas faire une maladie mentale de ce qu'on rencontre, on doit protéger, faire confiance, accompagner en fait, en tant que parent, le fait qu'un adolescent, même qu'un enfant grandisse, et à chaque fois réajuster un petit peu le rapport qu'on a à cet enfant. C'est aux parents de dire, écoute, moi je vois ça, j'ai entendu que tu as fait une blague là-dessus, je ne suis pas très à l'aise, ça m'inquiète, parfois je me demande si ça va ou si tu souhaiterais qu'on en parle. Et moi, je souhaiterais que tu puisses m'en parler. On dit souvent que quand un ado parle de se suicider, il ne passe pas à l'acte. C'est une idée qui, dans la pratique, ne se vérifie pas vraiment. C'est vrai que quand un adolescent parle du suicide, nous, les psychiatres, on est un peu plus rassurés. Ça veut dire, alors on peut en parler. C'est pas tout de suite qu'on va le faire. Mais on le prend vraiment très au sérieux. C'est-à-dire, on essaye de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette parole. J'ai pas connu de parole de pure provocation sur ce thème. Alors 128, ça peut paraître peu ou beaucoup, c'est très difficile à estimer. Pour vous rendre compte, ça veut dire qu'en fait, il y a un jeune tous les 3 jours qui se suicide en Suisse. On estime qu'il y a environ 10 fois... Parler de suicide, c'est le credo de Stop Suicide. L'association a été fondée à Genève il y a 15 ans par des collégiens ulcérés par le silence qui entourait le suicide d'un camarade. La crise suicidaire est différente chez l'adolescent, par exemple, que chez l'adulte, où il y a ce côté impulsif. Comme tu disais, coup de tête. Et c'est souvent, c'est pour ça qu'on appelle élément déclencheur, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase, en fait. Le vase, il est plein... Avec des jeunes qui interviennent dans les classes pour faire de la prévention, l'association brave un tabou. Je dirais qu'il y a une demande un peu grandissante et qu'elle est apparue, je dirais, ces dernières années, un petit peu vraiment des enseignants qui veulent nous faire venir ou qui disent « mais il se passe beaucoup de choses chez nous, du coup, ça serait bien de faire un atelier là-dessus. » Pas facile d'aborder en classe ce sujet extrêmement sensible. Plutôt que d'en parler frontalement, Stop Suicide axe ses interventions sur la bienveillance de l'entourage et sur les différentes aides extérieures à disposition d'un jeune qui va mal. C'est très difficile de savoir quel effet ça aura sur les élèves, en fait, de comment on va en parler. Et c'est ça aussi les craintes et les réticences des milieux scolaires, des directions, des politiques aussi. C'est de dire, mais c'est comme le début de l'éducation sexuelle où on disait genre, ah non, on va pas en parler, sinon on va créer des obsédés sexuels, quoi. Et puis voilà. Parler du suicide peut-il donner des idées suicidaires? Une étude européenne publiée en janvier 2015 indique le contraire. Menée dans 11 pays, elle montre qu'il n'y a pas d'augmentation des suicides après la sensibilisation en classe.
Dans l'année qui suit, les tentatives de suicide chez les jeunes régressent. Pour les gens autour de toi. Donc, il ne s'agit pas d'aller dans les écoles et de parler directement du suicide, de dire « aujourd'hui, nous parlons du suicide », mais plutôt de parler de santé mentale et de bien-être chez les jeunes. Et comment parler de ces problèmes, à qui en parler et comment résoudre ces problèmes. Ça inclut aussi les idées suicidaires ou les tentatives de suicide. Ça concerne aussi les jeunes qui pourraient avoir perdu un ami ou un membre de la famille. Le risque, en parlant de suicide, c'est de provoquer un effet de contagion. C'est ce que l'on appelle l'effet Werther. Quand Goethe publie Les souffrances du jeune Werther en 1774, le livre rencontre un énorme succès. Les jeunes gens prennent Werther pour modèle, jusque dans son suicide romantique. La vague de suicides par arme à feu est telle que l'Église demande l'interdiction du livre. Deux siècles plus tard, aux États-Unis, un chercheur démontre scientifiquement cet effet d'imitation. Quand la presse rapporte le suicide d'une célébrité comme Marilyn Monroe ou Kurt Cobain, quand elle multiplie les gros titres et les détails scabreux, on note une augmentation des suicides dans les mois qui suivent. Il est extrêmement important de travailler en concertation avec les médias et les acteurs des milieux de la prévention pour promouvoir une manière responsable de parler du suicide. Ce qui ne signifie pas de ne pas en parler. Au contraire, il faut en parler d'une manière responsable pour augmenter la conscience qu'il s'agit d'un problème de santé publique et ça serait la ligne à suivre. Une autre manière de prévenir les suicides qui a prouvé son efficacité, c'est tout simplement de limiter l'accès aux moyens. En Suisse, l'exemple des suicides par arme à feu est spectaculaire. En diminuant ses effectifs de soldats, puis en retirant les munitions, l'armée suisse a peut-être involontairement réduit de moitié ce genre de suicide en 15 ans. Ils sont passés d'environ 400 à moins de 200 par an. Au moment où la crise suicidaire culmine, il s'agit d'avoir le moyen à sa disposition, que s'il y a beaucoup de moyens à disposition, ça va augmenter le taux de suicide, et que si on peut retirer les moyens à disposition, ça va diminuer effectivement le taux de suicide. Certains lieux sont connus pour être propices au suicide. C'est le cas de l'esplanade de la cathédrale de Berne, qui a été équipée de filets de protection, ou des ponts qui entourent la ville. Depuis qu'ils ont été sécurisés, le nombre de suicides a baissé sensiblement. Si vous rehaussez les barrières d'un pont, vous allez diminuer le taux de suicide général, entre guillemets, pendant quelques années, mais ça ne va pas avoir un effet, au fond, définitif. Donc il y aura un report, mais un report retardé. Donc de fait, vous aurez évité un certain nombre de suicides. Un mode opératoire statistiquement peu fréquent mais spectaculaire consiste à se jeter sous un train ou un métro. Quand les transports publics lausannois ont construit la nouvelle ligne du M2, ils ont choisi de sécuriser toutes les stations. Mais pour les CFF, avec 6000 km de voies et plus de 800 gares existantes, impossible de faire de même. Quand ce que l'on appelle pudiquement un accident de personne survient, des milliers d'usagers décodent immédiatement le message. Pourtant, les CFF communiquent rarement sur le sujet. La fréquence de ces suicides fluctue selon les années, mais sans montrer d'augmentation sensible. Tout récemment, les CFF ont changé de stratégie à propos de ces suicides et annoncé diverses mesures de prévention, dont l'efficacité et les investissements ne sont pas encore connus. Priscille a miraculeusement survécu à sa tentative de suicide dans le métro parisien, mais avec de très lourdes séquelles. Mon seul souvenir, c'est j'ouvre les yeux, je suis allongée, et là je vois en fait tous mes proches qui sont là autour de moi avec un visage grave. Donc il y a mes parents, mes ex-beaux-parents, mon ex-mari, et rien que ça, en fait, rien que cette image, un peu comme un flash, presque comme un film de cinéma,
je me dis, il s'est passé quelque chose de grave. Ce que Priscille ne sait pas encore quand elle revient à elle, c'est qu'on vient de l'amputer des 2 jambes et du bras droit. Et là, je me sens encore plus, en fait, un déchet. Et je me dis, mais je vais être une charge, là, mais à vie pour tous ceux qui m'entourent. Et puis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? La seule pensée qui m'apaise, c'est de me dire, dès que j'ai récupéré un minimum d'autonomie, je me fais euthanasier. En tout cas, moi, je me persuade de cette idée pour juste apaiser, en fait, ma souffrance intérieure. Priscille est hospitalisée dans un service de psychiatrie, puis dans un centre de rééducation. Pendant plus d'1 an, elle soigne ses blessures et sa dépression, avant de retrouver enfin le goût à la vie. Je vois en fait une fille qui a à peu près mon âge, qui est amputée des 2 jambes, qui discute avec une autre amputée d'une jambe, pareil, les 2 à peu près de mon âge. Et elle rigole, elle se raconte des blagues, elles sont, je sais pas, je les trouve pétillantes, je les trouve magnifiques. Et là, tout d'un coup, en fait, je sais pas, comme une jalousie qui s'empare de moi, en fait. Je me dis, mais comment elles font? Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était pas parce qu'on était handicapé qu'on pouvait pas, finalement, avoir de la joie de vivre, avoir des rêves, profiter de la vie. Et comme, quelque part, j'ai jamais aimé perdre, quand j'ai vu qu'elle y arrivait, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Depuis lors, Priscille a quitté Paris pour le bord de mer. Elle y vit avec sa fille, son nouveau compagnon et leur enfant. Elle a surtout réalisé le rêve de sa vie, devenir artiste peintre. On pense à tort que ce sont surtout les jeunes qui mettent fin à leur vie. En réalité, la tranche d'âge la plus touchée, c'est celle des aînés, et c'est sans compter les suicides assistés qui sont planifiés et qui se déroulent dans un certain cadre. Ce soir, nous n'évoquerons pas ces cas particuliers. Nous allons nous attacher à ces suicides de personnes âgées qui se glissent sans bruit hors de l'existence. C'est un choc immense pour les proches et les soignants, mais le retentissement social reste discret, trop discret sans doute. On a une mauvaise image de la personne âgée. On ne lui donne pas une place dans la société. On lui donne des messages qu'elle est de trop, voire nuisible aux finances. Et ça, c'est un facteur qui va dire, mais quelle est ma place? Qu'est-ce que je peux encore faire? La personne âgée, lorsque elle est confrontée à des pertes, va être naturellement triste. Comment est-ce que les soignants vont pouvoir consoler, accompagner cette personne qui est naturellement triste face à ses pertes? Le mouvement des médecins, on est formé pour agir, on est formé pour faire. Donc, on va vouloir prendre dans nos bras le patient pour le consoler. Et ça passe par une ordonnance, avec un antidépresseur prescrit. Donc c'est un geste qui est affectif et qui dénote en fin de compte un manque de formation des médecins. Et si ça ne marche pas, si la personne reste triste, on rajoute quelque chose contre l'angoisse, on rajoute un 2e antidépresseur et on arrive à une escalade de médicaments psychotropes à l'entrée, ici au CHUV ou à l'entrée de son établissement médico-social. Mieux écouter les aînés permettrait d'éviter cette surmédication. Retour à l'université de Lausanne, où les professionnels de la santé reproduisent dans un jeu de rôle une rencontre entre des soignants et une personne âgée déprimée. Et puis cette tristesse, elle est là toute la journée ou il y a des moments justement, comme vous venez de nous le montrer, vous êtes un petit peu plus optimiste? Non, elle n'est pas là toute la journée, cette tristesse. Elle apparaît dans des moments comme ça, où quand je repense un tout petit peu à mon passé, à ce que j'ai vécu, à mes souvenirs, à ma relation avec mon épouse, et quand je pense à tout ça. Cette tristesse, elle apparaît beaucoup dans ces moments-là. Ça vous arrive dans ces moments-là d'avoir envie finalement que votre vie s'arrête? De vous dire qu'il vaudrait mieux être mort que de continuer à vivre? Ça m'arrive d'avoir envie de rejoindre mon épouse, ouais.
Et ça, c'est quelque chose de nouveau, justement, depuis l'opération, ou déjà avant, vous aviez des idées similaires? Alors j'avais déjà quelques idées comme ça avant, parce que c'est vrai que mon épouse est décédée, ça a quand même laissé un grand vide dans ma vie. Donc, pour la restitution... Le jeu de rôle permet aux soignants d'apprivoiser les questions qui vont aider le patient à parler de ses envies suicidaires. Cet exercice lui permet aussi de se mettre dans la peau de la personne âgée pour expérimenter ses émotions. Un peu la tristesse. Oui. Tristesse de voir qu'on me considérait comme quelqu'un qui peut plus assumer sa vie au quotidien. Donc la tristesse, la culpabilité, parce que je n'avais pas envie d'être un poids et une charge pour les autres. Donc il y a plusieurs émotions comme ça qui m'ont traversé tout au fur et à mesure de l'entretien. Il faut, en interrogeant la personne, la découvrir, la connaître et de savoir, mais qu'est-ce qui fait crise? Qu'est-ce qui est intolérable? Est-ce que c'est les douleurs? Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir voir ses amis? C'est de craindre de finir en chaise roulante? Qu'est-ce qui fait crise dans l'histoire? Une personne âgée nécessite plus de temps. Il faut lui donner l'autorisation de parler. Pour une personne âgée, parler dépression, parler angoisse, c'est quelque chose qui ne fait pas tellement partie de leur vocabulaire. Bonjour Madame Linat. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va. À Lausanne, quelques pensionnaires de l'EMS Montcalm se réunissent à l'occasion du café philosophique bimensuel. Le thème dont ils débattent ce jour-là, avec le philosophe Alexandre Riguer, est justement le suicide. Si on est malade, a-t-on le droit de se suicider? Est-ce un péché de se suicider? Est-ce qu'il faut être courageux pour se suicider? Oui, mais quand on souffre vraiment, quand on c'est pénible, quand on a dur, qu'on ne tient plus le coup, je trouve que ça devrait être accepté. Si vraiment on souffre très fort. Peu importe l'âge qu'on a. Il n'y a aucun espoir d'amélioration. J'ai plus de peine parce que je suis croyante. Qu'est-ce que ça change? Parce que nous, catholiques, on n'accepte pas. Même si on souffre? Oui. On ne doit pas s'enlever la vie? Non, on ne doit pas s'enlever la vie. On n'a pas le droit? On l'a donné, on n'a pas le droit. Une question qu'ils abordent de manière théorique, car en institution, les suicides sont peu visibles. Un suicide dans une institution est un acte très traumatisant. Heureusement, je dirais, la plupart du temps, les suicides se manifestent, enfin, je dirais, les volontés suicidaires vont se manifester plus par des gestes, je dirais, relativement discrets. Il y a des cas quand même, parfois de défenestration, d'actes de ce type-là. Et nous, on ne l'a heureusement pas vécu ici, mais dans les institutions où c'est arrivé, c'est sûr que ça crée un traumatisme très fort. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons de le faire? Alors ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. L'institution par elle-même, si elle a certains mauvais côtés que les gens connaissent bien, il y en a aussi ses bons côtés, et certainement que dans un cadre institutionnel, avec la proximité, les liens qui se font entre résidents entre eux, des liens très forts parfois, et aussi avec le personnel, là il y a une forme de prévention naturelle qui se fait. S'il veut que j'arrive jusqu'à 100 ans, j'arriverai jusqu'à 100 ans. On ne sait pas le jour, ni l'heure, ni rien du tout. Et le jour, quand ça ira, on ne sera pas commun. On parle souvent de ce syndrome de glissement pour peut-être expliquer cette façon. On voit les gens lâcher prise, ne plus vouloir s'alimenter, ne plus vouloir bouger, sortir de leur lit, et puis dire tout d'un coup qu'ils en ont assez, que le parcours doit s'arrêter là. Et je pense que c'est peut-être la forme la plus fréquente de mort volontaire dans le cadre d'une institution. Quand ils ont pris cette décision et cette posture, les choses vont souvent très vite et en quelques jours, ils décèdent dans des situations d'ailleurs souvent très sereines. Vous allez trouver. Mais je vous l'ai déjà dit, Julie.
Un peu plus bas encore. Nous, ce que nous pouvons faire et ce que nous essayons de faire pour tous, c'est simplement effectivement de donner le goût de vivre à ces personnes-là, le goût de vivre jusqu'au bout, cette vie qui va se terminer, mais surtout pas de les empêcher de faire des choix dont ils ont l'entière liberté. Alors si ça vous convient, pour la semaine prochaine, on parle de l'égoïsme. Alors je vous remercie beaucoup pour votre participation d'aujourd'hui. Et puis je vous souhaite un bon appétit. Et à la semaine prochaine. Autrefois, on disait de ces personnes qui se laissaient mourir en cessant de s'alimenter, elle est morte de vieillesse. Ce n'était pas vraiment perçu comme un suicide, sans doute parce que c'est le fait de personnes très âgées qui se disaient fatiguées de vivre et parce que mourir d'inanition n'est pas douloureux. Pour ceux qui restent, qui ont entouré la personne, famille, soignants, c'est toujours difficile à vivre, même si perdre un aîné est peut-être plus acceptable que la mort d'un conjoint ou d'un enfant. Pour les proches en deuil qui doivent vivre avec cette mort si particulière, le temps est un allié. À l'âge de 18 ans, Lionel est au collège quand il apprend le suicide de son meilleur ami. Un geste qui va marquer sa vie. J'ai appris après coup qu'il avait déjà fait une tentative en fait quelques mois avant, mais il m'en a jamais parlé. Les premiers jours, j'ai juste pas réalisé. J'étais assez impassible, je me rendais pas bien compte. Et puis, 2-3 jours après, c'est vrai que là, j'ai éclaté. Et puis, j'ai pleuré à plus pouvoir me rattraper. Et puis après, sont venues les questions. Pourquoi? Comment? Et puis, les pires de toutes les questions, c'est les si. Si j'avais su, si j'avais fait ça. Donc le pire, c'était la culpabilité. Les 6 derniers mois de sa vie, en fait, moi j'avais commencé une relation avec une fille et puis très fusionnelle. Après coup, ben forcément, moi je me suis dit, ah, mais si on s'était vu plus, peut-être qu'il aurait réussi à m'en parler et que j'aurais pu faire quelque chose. On est confronté à la mort d'une manière tellement violente et puis d'une telle proximité, en fait, c'est pas quelque chose de normal. Et puis, ben, je pense que cet événement-là m'a fait entrer de plein pied dans l'âge adulte. Mais c'est très compliqué de s'en relever. Au début, je me souviens que je regardais toutes les adolescentes de son âge avec la même veste et tout ça, et je la cherchais dans la rue, et je me disais, mais tu vas jamais la revoir, elle est pas là, elle est plus là, quoi. Alors la première année, en fait, on revit tout ce qu'on a vécu l'année d'avant. La deuxième, on réalise qu'elle va jamais revenir. Ça, c'est la plus difficile. J'ai trouvé que c'était terrible. Là j'étais secouée, ébranlée par des orages de chagrin. Voilà, je veux dire, tout à coup, on pleure 1 heure. On ne sait pas comment c'est arrivé. Et ça nous tombe dessus. Et tout à coup, ça repart comme c'est arrivé. Après, avec les années, maintenant ça fait 8 ans, c'est plus doux. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres. J'ai pas fait ce chemin toute seule. Il faut se faire aider. Il faut pouvoir échanger cette émotion que vous ne pouvez pas forcément partager avec votre famille, avec quelqu'un de neutre qui regarde pour vous, mais qui ne vous juge pas non plus. Forcément, de perdre quelqu'un de cette manière-là, ça va nous interroger sur la relation qu'on avait avec lui. En Valais, l'association Par Pas accompagne les personnes plongées dans ce questionnement douloureux.
Est-ce qu'on a été adéquat? Est-ce qu'on a fait les bonnes choses? Est-ce qu'on a vu ce qu'il y avait à voir? Est-ce qu'on a fermé les yeux sur ce qu'il y avait à voir? Enfin, c'est des centaines, des milliers de questions qui tournent en boucle dans la tête de ses proches, qui génèrent une grande souffrance, tout en sachant qu'au final, chacun a fait comme il pouvait. L'association Parpa a été fondée en 2001 par cet homme, lorsqu'il a été confronté au suicide de son fils de 20 ans. Suite à ce drame, après son ensevelissement, je me suis posé la question, sachant qu'il n'avait pas demandé d'aide, ni à ses parents, ni à ses frères et sœurs. Je sais qu'il en a vaguement parlé à des amis, qu'il a émis quelques signaux de détresse, mais je me suis dit après coup, comme il a voulu s'en sortir seul, il n'a apparemment pas trouvé de l'aide dans son entourage, où aurait-il pu s'adresser pour trouver de l'aide? J'ai réfléchi quelque temps, puis je me suis dit qu'effectivement, c'était pas évident. Mais toi, tu connais tout le monde. Non, mais moi... L'association a rempli ce vide en proposant une ligne téléphonique destinée aux personnes désespérées et des interventions de prévention dans les écoles. Mais je pense qu'une réponse, c'est... Une lettre, ça apporte quand même un soutien. Mais aussi, et c'est une particularité de Parpa, elle organise des groupes de parole pour ceux qui traversent un deuil consécutif à un suicide. Moi, c'est ce manque qui me fait tellement mal. Faut pas que j'y pense parce que elle me manque physiquement. Je lui parle, elle me répond, elle est toujours avec moi, mais de plus pouvoir l'embrasser, de plus la serrer dans mes bras, de plus me fâcher avec elle ou elle se fâcher avec moi. Enfin, moi, ça me manque terriblement, quoi. Même après 4 ans, c'est très très douloureux si j'y pense, donc voilà. Mais une image que je me suis toujours présentée par rapport au suicide, c'est comme si la personne, elle nous claquait la porte au nez. En fait, voilà, elle part, et puis nous, on reste derrière la porte. Et puis, il n'y a pas de réponse, il y a des questionnements qui resteront, mais voilà. Le premier deuil à faire par rapport à tout ça, c'est de prendre conscience que on va trouver certaines explications. Notamment, souvent, il y a un élément déclencheur, c'est-à-dire qu'il y a un événement douloureux pour cette personne qui fait qu'elle n'en peut plus. Mais d'expliquer aux proches que ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, que ce vase était plein de beaucoup de gouttes d'eau, dont certaines, on peut connaître la teneur, hein, des événements de vie, des choses, des séparations, peut-être des échecs, des souffrances. Et puis, une partie de ces gouttes d'eau, on les connaîtra jamais. Donc voilà, faire le deuil de toutes ces réponses auxquelles on n'aura jamais accès, c'est probablement une des premières étapes pour avancer. Et c'est dans le groupe de parole où je peux me laisser aller, où je peux être moi. Parce que l'extérieur, c'est un peu difficile, quoi. Mais je pense que toujours dire la même chose à la longue... Ça part de fatigue. Alors, au début, peut-être, on est bien entouré les premières années, mais à la longue, on est seul. C'est ça que je voulais dire, par solitude. J'ai l'impression que ça devient toujours plus compliqué. Bon, je dis, je suis peut-être pas dans la bonne période. Tu peux avoir l'impression que c'est plus facile. Enfin, oui, il y a des... Si je t'écoutais il y a peut-être pas 2 mois, mais fin d'année passée, tu n'avais pas le même discours. Et toi non plus. Moi non plus, dans l'autre sens. Parce que... Ce qui est important, c'est à quelque part d'accueillir chacune des étapes comme étant une étape valide, d'en prendre acte. Si on est dans une phase de colère, si on est dans une phase de questionnement, si on est dans une phase de profonde tristesse, c'est comme ça. Et plus on va pouvoir se dire, c'est ce que je vis en ce moment, c'est ce que je traverse, sans essayer coûte que coûte de contrer ces émotions-là, plus on a de chance de pouvoir les traverser avec un minimum de dommages. J'ai son nom tatoué sur moi. C'est clair que j'y pense souvent. Moins qu'avant, de moins en moins, c'est clair. Et je pense que c'est une bonne chose parce que
Je me suis rendu compte il y a quelques mois qu'en fait j'ai vécu pendant longtemps pour deux, d'une certaine manière, et puis que c'était pas sain. À la base, je voulais garder mon bras avec seulement son nom pour qu'il garde justement tout ce poids, toute cette signification. Mais c'est devenu trop lourd, donc j'en ai rajouté quelques-uns autour. Il y a tellement de gens vivants en fait que je préfère m'attacher aux gens vivants maintenant qu'à ceux qui sont plus là. C'est la seule chose que je puisse encore faire pour elle, c'est accepter et laisser partir, pas retenir. C'est ça, voilà, c'est ça qu'en fait il faut faire. Il faut pas se culpabiliser de ce qui est arrivé. Il faut laisser s'envoler l'enfant, vraiment le laisser s'envoler. Visuellement, je me définis comme une maman d'étoiles. Parce qu'il y a toujours le mot maman dedans et que les étoiles appartiennent au passé. Et depuis que je peux dire je suis une maman d'étoiles, eh bien moi je suis en paix avec ça. J'aime bien ce mot composé, j'ai besoin de mettre de la poésie sur l'horreur en fait. C'est un statut. Ouais, j'ai besoin de ça. C'est avec ces mots, ceux d'une maman d'étoile, que s'achève cette émission. Le sujet dépasse largement le cadre de la santé. La médecine apporte bien quelques explications, quelques clés pour tenter de décoder l'incompréhensible. L'art, la spiritualité, la philosophie sont, parmi d'autres disciplines, des sources possibles de réconfort. Vous trouverez sur rts.ch/santé les coordonnées d'urgence en cas de crise suicidaire ou si vous craignez pour un proche, et sur healthonthenet, hon.ch, des sites pour prolonger la réflexion. Au nom de toute l'équipe de 36.9, très bonne fin de soirée, prenez soin de vous et merci de nous avoir suivis.